Le fils, c'est vous, Philippe Labro? Pas seul. Pourquoi pas seul? Parce que j'ai des frères, et l'un de mes frères, qui s'appelle Claude, m'a beaucoup aidé, puisque j'ai fait une vraie enquête. Donc j'ai interrogé les principaux participants à cette existence, à cette femme. Et Claude a eu la chance de vivre beaucoup plus que moi à côté d'elle, puisqu'il était pratiquement dans la même région pendant les 30 dernières années de la vie de ma mère. Donc, avec ce qu'il m'a apporté, avec ce que j'ai retrouvé dans les archives, je me suis rendu compte qu'elle avait tout conservé, toutes les lettres, entre celui qui était son amant et qui est devenu son mari, mon père, Jean, tous les poèmes qu'elle avait écrits, Car elle écrivait des poèmes. car elle écrivait. Mais elle ne vous en avait jamais rien dit? Non, Jamais? non, non. Non, mais elle récitait des poèmes. Quand je la voyais, on se mettait à réciter ensemble dans le grand parc solitaire et glacé, deux ombres ont tout à l'heure passé. Paul Verlaine? Verlaine, bien sûr. Ouais. Et puis elle Vous aime- connaissez la suite? Pas par cœur, non. Quand elle vous accueille, à un moment dans le livre, elle vous accueille, Oui. vous êtes déjà l'homme de la réussite et du succès. Elle le regarde d'ailleurs avec un petit peu de nonchalance, c'est pas mal. Et Avec elle vous dit, est-ce que tu te sérénité. souviens? Oui, Est-ce que tu te souviens de la suite? oui. C'était un code entre vous, Bien sûr, ce oui. poème de Verlaine? Ah ben évidemment, deux ombres tout à l'heure passé, il y a l'ombre du père, mon père et son mari qui a disparu, bien sûr, puisqu'il avait 20 ans de plus qu'elle. Et il y a une mélancolie dans Verlaine, une sorte de tristesse dont je considère qu'elle était porteuse. Elle était à la fois une femme d'une résistance inouïe pour avoir passé à travers tous ces abandons et à travers toutes sortes de crises, mais en même temps, il y avait chez elle ce que j'appelle la slavitude, c'est-à-dire le sang polonais. Ça, vous y allez de votre néologisme. On a Attendez, eu la bravitude, on a bien la slavitude, pourquoi pas? Pourquoi pas? pourquoi je pleure quand j'écoute Chopin? Parce que ça fait appel à mon ADN, si j'ose dire. J'ai un héritage polonais, grâce à elle, puisqu'effectivement, son père est né d'un père naturel, qu'il n'a jamais reconnu, était donc ce comte polonais dont vous dites qu'il a été enterré vivant par les bolcheviks en 1920. Secret de famille, hein, c'est-à-dire que là encore, elle n'en parlait pas, vous n'avez aucune idée de cette histoire. Si. Elle en parlait un petit peu, mais quand on commençait à l'interroger, elle donnait des faux noms. Je disais, mais comment il s'appelait ton père? Et elle nous donnait un nom légèrement différent pour nous mettre sur une fausse piste. Mais c'est pas par jeu, c'est parce que je pense qu'elle était essentiellement tenue par une sorte de pudeur, bien sûr, peut-être même, non pas la honte, mais elle n'avait pas envie de raconter à ses enfants qu'elle était effectivement ce qu'à l'époque on appelait une bâtarde. Hein. Alors, on va revenir sur le destin de votre mère, Philippe Labro, mais je voudrais dire aussi une chose, c'est que ce livre qui raconte un itinéraire est en réalité totalement universel, comme celui d'Abdel Attaya, comme le vôtre également, Anne-Dauphine Jullian. Quand on écrit sur sa mère, quelle que soit la relation, sur ses enfants, est-ce qu'on traverse toujours un champ de mine ou pas? Abdel Attaya. Pour moi, oui, il y a beaucoup, beaucoup de mines, mais en même temps, quand on s'adonne à la littérature, on vient avec beaucoup de courage et on sait qu'il faut braver des risques, qu'il faut déstructurer tous les mythes de la famille. Donc, oui, il y a beaucoup de mines, mais il ne faut pas avoir peur. Est-ce que vous avez le sentiment, Philippe Labro, de déstructurer aussi un peu le mythe familial conçu autour, peut-être pas du silence et des non-dits, mais enfin en tout cas de l'évitement? Oui, mais en même temps, je pense, si vous voulez, en gros, des 4 garçons de la famille, et puis les enfants, les petits-enfants, tout ça, il y avait une unanimité qui disait un jour, il faudra que tu écrives le roman de Netka, puisque ce joli Netka, prénom. c'est votre mère. Oui. Et donc, j'étais porteur d'une sorte de devoir, d'une mission qui était très lourde et que je ne pouvais pas accomplir avant qu'elle disparaisse. Là-dessus, j'ai commencé donc à interroger mon frère, à fouiller dans les archives, à trouver en Pologne les éléments suffisants pour comprendre d'où elle venait, parler même à une dame qui avait connu la marraine qu'il avait hébergée pendant très très longtemps et qu'il avait éduquée. Et peu à peu, s'est construit un personnage qui n'est pas un personnage de roman, même si sa vie est un C'est roman. romanesque tout de même. Totalement, totalement. Vous insistez là-dessus à plusieurs reprises, et c'est une des qualités du livre, je trouve, que de dire attention à un moment, on peut tomber dans le romanesque. Qu'est-ce qu'on s'autorise, qu'est-ce qu'on s'interdit quand on parle des siens? Est-ce qu'on peut fictionner? Est-ce qu'on doit chercher la vérité? Je me suis autorisé une fausse fiction. Par exemple, la vieille dame dont je vous parle, qu'il a un peu connue, me disait qu'un jour, au lycée, elle avait subi une humiliation effrayante. Le professeur, devant tous les autres élèves,
avait sorti une fiche d'état civil Oui. en disant Oui. vous n'avez pas de père, vous êtes un enfant naturel, comme on dit. Cette humiliation, elle avait, je ne sais pas, 15 ans, l'a hanté toute sa vie. Bon, j'étais évidemment pas là. Or, j'ai essayé de reconstituer la scène, la salle de classe, les lycéennes à côté, comment elles écoutent, comment quelque part ça démarre une sorte de murmure général qui va atteindre tout le lycée. La saloperie du prof, sadique, qui l'a fait venir presque près de la chaire magistrale et qui insiste. Et elle, prise d'orgueil et de colère intérieure, dit donnez-moi ce papier, parce qu'il a le papier, la fiche d'état civil. Et ça, bien sûr, je ne suis pas là. Donc c'est là que le romancier reconstruit à partir quoi, d'une phrase. Vous diriez qu'il y a une vérité du roman? Elle est peut-être plus puissante que celle... Oui, bien sûr. Ouais. Oui, mais Anne Dauphine, vous, votre livre est un témoignage. On tournera les pages de ce livre tout à l'heure, mais est-ce que vous vous êtes autorisé, comme Philippe Labro, la reconstitution parfois de certaines scènes par le souvenir ou alors tout simplement par le jeu de l'écriture? Moi, j'ai rien inventé de ce que j'ai raconté dans le livre, mais je l'avais vécu, c'est complètement différent. Ensuite, évidemment, j'ai écrit le livre quelques années après la mort de ma fille. La mémoire était un peu passée, forcément. Mais j'ai fait appel à cette mémoire des sentiments. Et c'est un peu celle que vous évoquez, même si vous n'avez pas vécu cette scène, en fait, vous l'avez reconstruite à travers des sentiments que vous avez imaginés. Et je trouve que cette mémoire des sentiments, chez moi, en tout cas, elle est absolument intacte. Et si je la sollicite, cette mémoire, me revienne tout le cadre et tout l'environnement, tout ce qui a accueilli ce sentiment. Et donc je pense, enfin, je suis dans la vérité de ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai vécu à ce moment-là. Dans la vôtre ou dans celle de Thaïs, votre fille? Alors, ce livre est écrit quand même à la première personne, Oui. c'est important. Je n'ai pas écrit à la place de Thaïs et j'aurais jamais pu le faire. J'ai écrit à la place d'une mère qui voit son enfant, qui un jour apprend que sa petite fille de 2 ans est très malade et qu'elle va mourir et qu'avant de mourir, elle va perdre tout ce qu'elle a acquis au cours de ces 2 premières années. Donc je suis restée campée dans ma position de mère, c'était important pour moi, de mère et de femme, hein. Mais je suis restée à ma place et je le souhaitais. Je ne pouvais pas parler à sa place, c'était pas possible. Philippe Labro, quand on est dans votre cas, dans cette situation, alors vous l'avez raconté avec aussi cette mission donnée par la tribu, par les frères, tu dois raconter. Comment est-ce qu'on choisit de placer sa caméra, hein? Vous êtes tous les trois d'ailleurs des réalisateurs, des cinéastes. Abdelataya, vous avez réalisé aussi, vous, un film. L'écrivain, finalement, à un moment décide de la manière dont il écrit. Anne Dauphine vient de nous expliquer là où elle avait posé son stylo et sa caméra. Vous, pour raconter l'histoire de votre mère, vous avez hésité, c'est venu tout de suite? Ah non, non. Cette prise de distance? Non, la distance était difficile à prendre, mais j'ai voulu construire en séquence, comme au cinéma. C'est-à-dire que le rythme musical, c'est une longue, une brève, hein. Donc il y a des petits moments assez courts et parfois je me mets à vraiment détailler et surtout visualiser. Mon obsession, tous les livres que j'ai pu écrire, C'est visuel. c'est qu'on puisse voir, Oui. comprendre en voyant ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on comprend en voyant? On a le sentiment que ça passe, un peu comme chez vous, Anne Dauphine, davantage par les sentiments que par une intellectualisation. Ah, par exemple, bien sûr. quand il s'agit de savoir si votre mère était dans le déni ou pas, ce qui est la question qu'on se pose dès qu'on ouvre le livre. Hein. Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas? Est-ce que c'est un déni? Vous engueulez le lecteur en disant ça suffit avec cette idée du déni, comme si on se laissait prendre par une psychologie de comptoir. Oui, bien sûr. Je ne fais pas de psychologie de comptoir, justement. J'essaie de raconter l'évolution de cette femme et comment, ayant été si peu aimée, tellement abandonnée, elle devient un puits d'amour. C'est-à-dire que mon idée, c'est qu'il y a certaines personnalités comme ça qui, ayant tellement souffert du désamour, une fois qu'elle a le miracle de sa rencontre avec mon père, qui fait tout basculer. Et qui a, pardonnez-moi, Et donne 20 ans son de amour. plus. C'est Hein? important de le dire, qui a 20 ans de plus qu'elle. C'est tellement important qu'à mon avis, enfin, et même l'avis de mes propres frères, à la fois il était son père, son mari, pardon. Joli lapsus. Oui, non, mais non. Et il était son père, si j'ose dire. Moi, j'ai des photos, pardon, d'elle, au milieu des 4 enfants, des 4 garçons. C'est une sœur. Donc, c'est un personnage assez, non pas ambigu, mais complexe, et qui a, à mon avis, cette extraordinaire faculté d'aimer parce qu'elle n'a pas été aimée. Et son amour, elle le donne à tout le monde, aux enfants, aux petits-enfants, à tout le monde. Alors, et en